Cher Monsieur Cohn-Bendit, cher Monsieur Leggevi, chère Madame Sandberg, chers amis de la Maison Heinrich Heine, ici présents dans la salle Alfred Grosser et devant vos écrans. Bienvenue à notre soirée débat intitulée « Quand, si ce n'est pas maintenant ?» pour établir une certaine idée de l'Europe. La guerre engagée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine, visiblement mal préparée, les nombreux cris de guerre commis à l'encontre des civils et les menaces de recours à l'arme nucléaire ont fait l'effet d'un électrochoc dans le monde occidental. Pour utiliser un terme très à la mode, il y a quelques années, une nouvelle tectonique des plaques s'est brutalement mise en mouvement en réaction à cette agression. L'Union européenne a su monter dans une très large mesure un visage uni face à l'invasion russe. En un temps record, elle a pu se mettre d'accord sur un large éventail de sanctions. L'OTAN, que le président Macron jugeait de façon provocatrice en état de mort cérébrale il y a quelques années, a retrouvé sa pugnacité et a même gagné en attractivité puisque la Suède et la Finlande envisagent de la rejoindre. Les États-Unis, auparavant focalisés sur l'espace Asie-Pacifique, répondent présents et en profitent au passage pour vendre leurs avions de chasse F-35 et leur gaz de schiste à leurs alliés européens. Le bloc de Visegrad est au bout de l'implosion du fait du tropisme russe de la Hongrie, qualifié par Klaus Leggevi et Daniel Cohn-Bendit de cheval de Troie de Poutine au même titre que la Serbie. La Commission de Bruxelles se déclare favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et parallèlement, les préoccupations écologiques sont reléguées au second plan face à la nécessité de réduire la dépendance européenne vis-à-vis des hydrocarbures russes. Ce changement d'époque, cette Zeitenwende, comme l'appelle le chancelier Scholz, s'est accompagné d'un examen de conscience tardif dans certains pays sur les erreurs commises dans les relations avec la Russie. Pour ne citer que l'Allemagne, l'ex-chancelière Merkel et le président Steinmeier ne sont pas épargnés par les critiques, tant en Allemagne qu'à l'étranger. Quelles conséquences tirer en Europe du changement de paradigme entraîné par la guerre en Ukraine ? L'Union européenne doit-elle accomplir un saut de citoyenneté pour passer à une union politique, comme le demandait une tribune publiée dans le journal du dimanche du 3 avril et signée notamment par Daniel Cohn-Bendit. Je cite, « Notre préoccupation profonde pour la soudaine instabilité de notre monde s'accompagne de la peur de l'évidente fragilité de nos systèmes de sécurité et de défense, ainsi que de nos valeurs fondamentales que sont la paix, la démocratie, l'état de droit, la solidarité et la reconnaissance réciproque », poursuit cette même tribune. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons la chance d'accueillir ce soir une table ronde prestigieuse. Tout d'abord, M. Daniel Cohn-Bendit, dont la singulière carrière politique s'est déroulée selon les périodes en Allemagne et en France et au Parlement européen. Notre deuxième invité est M. Klaus Leggevi, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Gießen et directeur émérite du Kulturwissenschaftliches Institut de Essen. Monsieur Leggevi s'est intéressé également très tôt aux questions d'environnement. De 2008 à 2016, il a été membre du comité consultatif scientifique du gouvernement fédéral allemand sur les changements environnementaux mondiaux. Et le débat ce soir sera animé par Madame Britta Sandberg, directrice du bureau du magazine Der Spiegel à Paris, et dont les qualités de journaliste et de modératrice sont unanimement appréciées. Je la remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation et lui passe la parole. Merci beaucoup. Donc, on a un sujet très important. On ne va pas non plus faire comme si hier soir, il n'y avait pas eu un événement qui nous occupe tous et
qui a beaucoup à voir avec l'Europe, c'est-à-dire que le résultat de ces élections, le 24 avril, vont définir aussi cette Europe dans laquelle on va vivre. Donc, on va tout d'abord un tout petit peu parler de comment nos invités voient les résultats, les 2 semaines à venir, et aussi une éventuelle perspective d'une Europe qui continue avec un président qui s'appelle Emmanuel Macron, et une Europe qui commencerait à devoir vivre avec une présidente qui s'appelle Marine Le Pen. Daniel Cohn-Bendit, vous étiez hier, vous avez, je sais, suivi de très proche les résultats, la campagne aussi avant. Quelle était votre première réaction hier soir, à 20h, quand on a connu les résultats? Bonsoir. Un soulagement et une inquiétude. Un soulagement parce que ça aurait pu être pire. Et donc, l'inverse, une inquiétude parce que ça peut être pire. Il ne faut pas se cacher que Marine Le Pen, élue présidente en France, c'est un arrêt brutal de toute la construction européenne. C'est-à-dire, c'est une dissociation totale entre la France et l'Allemagne. C'est le renforcement, disons, des forces, disons, non européennes, pour pas dire anti-européennes comme ça, qui tournent autour de la Hongrie, la Pologne, quoique la Pologne avec l'Ukraine a un statut différent, mais quand même, on l'a vu d'ailleurs sur l'histoire des taxes sur les multinationales où elle seule a objecté, donc émis son veto. Et je crois que cette situation reflète aussi, tout à l'heure on en a parlé, du malaise français, c'est-à-dire que la France va mal. Alors c'est pas nouveau. Il faut se rappeler quand même que ce pays est très contradictoire. Les uns aiment toujours citer ce pays de la Révolution française à mai 68, et tous les sourires commencent à s'agrandir et tout ça. La France, c'est aussi, rappelez-vous, le référendum sur Maastricht, remporté 51,5 à 48,5 par François Mitterrand. Donc on n'était pas loin non plus de la catastrophe. La catastrophe qui est arrivée en 2005 avec le refus du traité constitutionnel, et donc cette France, disons, eurosceptique, de gauche et de droite, qui se sont réunis à cette époque. Et donc, aujourd'hui, tout cela se retrouve dans, si on veut, c'est pas la lutte finale, mais c'est une des luttes fondamentales qui va déterminer l'avenir. C'est-à-dire que si Marine Le Pen gagne, tout un pan de l'histoire post-Deuxième Guerre mondiale va s'effondrer. C'est la victoire, en fait, alors vous me dites, il ne faut pas exagérer, mais moi je le vois comme ça, c'est la victoire posthume de la collaboration, c'est la victoire de toute des péripéties de l'histoire française qui vient de la droite. Et d'un autre côté, ce qui est banal, c'est quand même que les deux partis qui ont gouverné la France de 1945 à aujourd'hui font ensemble 6%. C'est comme si je vous disais, la CDU et le SPD font 6%. 6%. Imaginez, enfin je veux dire, on a dit que c'était l'effondrement en Allemagne parce que le SPD fait 25, 26, je ne me rappelle plus, 25, et la CDU 24, 23. Mais à 24, 23, et les républicains et les socialistes, ils achètent banco. Ils vont tout de suite à la banque et ils disent, voilà, Donc, je crois qu'il faut voir que cette évolution en France va avoir des conséquences. C'est-à-dire, le calcul est simple, 25% d'abstention. Alors, les abstentionnistes, on ne sait pas tout à fait ce que c'est, mais disons 25% d'abstention, 22% Mélenchon, 23% Marine Le Pen, ça fait près de 70%. Voilà. C'est ça la vérité de la France aujourd'hui.
est-ce que Emmanuel Macron, avec toutes les erreurs qu'il a commises, peut aujourd'hui ressurgir en 12 jours? C'est la question, je le crois. Je le crois fondamentalement. Je crois même que le résultat peut être plus large qu'il ne paraît aujourd'hui. Peut-être, mais ça dépend des qualités de sa campagne et de sa capacité à faire quelque chose, et je vais en finir par là, qui n'existe pas en France, qui est de comprendre que le système français ne peut plus fonctionner comme ça. C'est-à-dire l'argument qu'on entendait hier encore, mais que Macron a déjà corrigé aujourd'hui, qui est de dire « Venez, rassemblez-vous derrière moi, mon programme peut tous vous accueillir », c'est un argument idiot. C'est-à-dire que les autres ont un autre programme, où Macron est capable d'ouvrir et de dire « Bon, ben, négocions un accord programmatique avec d'autres forces de gouvernement pour élargir. » Puisque sinon, eh bien, même s'il gagne, parce qu'à la fin, on ne voudra pas quand même Marine Le Pen, il aura 65 à 70% des Français contre lui. Donc, il ne pourra pas gouverner. Ça, on se retrouvera comme avant. Donc, c'est élargir, et je finis, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de me traiter en France maintenant, en disant je veux germaniser la France, c'est-à-dire il faut vraiment que la France change de système électoral, arrive avec la proportionnelle et donc des accords programmatiques et arrêter avec cette domination élyséenne. Donc, c'est un changement de culture nécessaire. Est-ce qu'il en est capable? Wait and see. On va encore parler de vos envies de germaniser la France, mais avant de donner la parole... Tout un temps, on me disait que je voulais franciser l'Allemagne, donc c'est pas grave. Hein. Vous êtes toujours dans le tort. Avant que je donne la parole à Klaus Leggevi, vous avez dit « Je crois qu'il va réussir à gagner le deuxième tour ». Quand vous dites « je crois », ça ne veut pas non plus dire que vous êtes sûr, c'est-à-dire que vous croyez que c'est probable, mais pas du tout garanti. C'est comme ça que je le comprends? Écoutez, il ne faut pas se cacher. La raison... Moi, je crois que le fond commun qui peut rassembler une majorité derrière Marine Le Pen, c'est le problème de l'immigration et lié à cela dans leur discours de la sécurité. Il y a un fond commun raciste je ne sais pas si c'est une majorité, mais d'une forte partie de la population en France. Alors, on peut l'expliquer. La France a été complètement choquée par les attentats. Aucun pays n'a subi ce qu'a subi la France par les attentats. Il y a eu des attentats le 11 septembre est une chose aux États-Unis, mais la France, ce qui s'est passé entre Charlie Hebdo, Bataclan, etc., a profondément choqué tout l'esprit de tous les Français. Et donc, à partir de là, il y a eu une peur qui a été entretenue et où les forces politiques n'ont pas été capables de répondre à cela, une peur de l'islam. Ça fait qu'aujourd'hui, quand Marine Le Pen, et je vous dis, si vous voulez comprendre, alors je sais qu'on nous dit Marine Le Pen, elle est plus qu'elle est douce, elle est mignonne, puis de toute façon, c'est une maman c'est une tante qui a été complètement maltraitée par sa petite fille, qui est méchante, etc. Zemmour est très méchant. Tout ça, c'est vrai, mais lisez les 31 pages de son programme sur l'immigration et son projet de référendum en France, et d'aller jusqu'à qu'elle dise elle veut mettre des contraventions à toute femme qui se promène dans la rue avec un foulard. Parce que le foulard est signe de l'islamisme. Et il n'y a pas eu, est-ce que vous avez vu un cri de toute la classe politique de dire, mais enfin, quand même, ça suffit, etc. Non, et elle fait une différence entre l'islam, la religion, qui est, elle, en fait, complètement, mais maintenant, signe de l'islamisme. Ça veut dire, et ça, c'est quelque chose qui parle dans les sondages, près de 60% des Français. Ça ne veut pas dire qu'ils voteront pour cela. Ça veut dire que ça, c'est le tissu
sur lequel Marine Le Pen peut gagner. Voilà la vérité. Maintenant, d'un autre côté, il y a des tas de choses et puis les gens ne sont pas conséquents non plus. Cette peur-là, elle existe et elle est liée à ce que la France a vécu ces dernières années. Donc, pas probable, mais possible. Ouais. Klaus Leggevi, est-ce que vous partagez ce diagnostic que fait Daniel Cohn-Bendit et est-ce que vous croyez aussi que la France va mal, qu'il y a un malaise français qui s'est manifesté lors de ces élections? Je crois bien, oui, c'est vrai. Bonsoir, merci pour m'avoir ici. Je sais un endroit où le CDU et le SPD ont 5%. C'est la classe de ma fille. La prochaine année, elle fait le bac et ils font des sondages dans la classe des SPD et CDU, 5%, 8%, quelque chose comme ça. Mais pour le reste, la différence entre la France et l'Allemagne est la stabilité relative des grands partis, Volksparteien, les grands partis populaires, c'est-à-dire CDU, SPD. Et c'est une différence d'une grande qualité, c'est-à-dire l'implosion du système politique allemand n'est pas développée assez fort comme en France. Et ils ont diminué, mais c'est à cause d'un truc institutionnel qui manque en France, c'est-à-dire la proportionnelle. C'est-à-dire les partis sont en état de représenter le maximum de la population. Il y a toujours un abstentionnisme en Allemagne qui est aussi grave qu'en France, 25%, c'est pas différent. Mais l'abstentionnisme n'est pas tellement dangereux qu'il est peut-être en France. Et c'est pas, à mon avis, je crois que c'est important pour la campagne de semaines prochaines. C'est pas la lutte de Hinterland contre les grandes villes. C'est pas vrai. L'ethnologie politique ou la sociologie électorale n'est pas si simple. C'est pas les pays contre les pays pauvres, les somewhere against the anywhere. C'est pas vrai. La campagne et les régions rurales. Si vous prenez les cartes des élections d'aujourd'hui, vous voyez, c'est toujours la grande division de la France entre l'Ouest et l'Est. C'est exactement ce qui Hervé Lebras et d'autres ont décrit il y a des années, des décennies depuis. C'est toujours la différence plus grande. Et je crois qu'il faudrait un peu réagir sur cette simplification qui est aussi la simplification que fait l'AfD en Allemagne. Elle dit « Nous sommes les pauvres dans le Hinterland et là, il y a les élites urbaines comme vous et vous êtes le problème. » Une autre, si je suis comparatiste, je compare les systèmes politiques en France et en Allemagne. C'est choquant l'attraction énorme de l'extrême droite. Et je crois que l'antifascisme est beaucoup plus dans nos gènes maintenant, après 1945. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sûrs, pas du tout. Il y a des Länder, particulièrement dans l'Allemagne de l'Est, où l'AfD est très fort, 25%, par exemple, à Saxonie. Mais quand même, le tabou est beaucoup plus fort en Allemagne. Et le problème, à mon avis, est que Marine Le Pen a réussi de droitiser le système politique et la société française pour se placer au centre de cette... tu as remarqué, leur programme est complètement raciste, etc. Mais quand même, elle a fait la figure d'une
politiciens modérés au centre du système politique maintenant. Et ça, c'est très, très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui sont, c'est pas si dangereux. Elle a évolué. Elle n'a pas évolué du tout. C'est le reste. Et même Éric Zemmour, elle a poussé la possibilité de faire l'impression d'être très, très modéré. Et je crois que c'est une différence entre l'Allemagne et la France, où les politiciens de la AfD sont quand même très marginalisés, ils sont pas au centre. Et je crois que pour les 2 semaines à venir, il est très important de regarder, d'analyser, de réfléchir sur des faiblesses institutionnelles du système politique français. Et je crois que vraiment Macron est dans la trappe d'une monarchie républicaine, comme Mitterrand a dit. C'est-à-dire, il aime d'être le Jupiter, je suis sûr, mais quand même, il est aussi dans une trappe, c'est-à-dire, il faut ouvrir le système politique français, pas seulement en réfléchissant sur les possibilités d'introduction d'une proportionnelle très fort, mais aussi, comme Dany a dit, comment négocier avec les partenaires futurs. C'est-à-dire, est-ce que c'est exactement nous sommes we come together with non. Nous réunissons aux bases d'un programme commun que moi, Macron, édite, ou est-ce que ce sont des négociations des partenaires d'une coalition virtuelle, et je crois que c'est très important. Deuxième point, il y avait des essais très importants d'introduction d'une participation des citoyens au niveau consultatif et délibératif. Je suis très en faveur des conseils consultatifs sur le climat. Et je crois que Macron devait aussi accentuer cette possibilité d'une démocratisation du système politique français d'en bas. C'est-à-dire par ces conseils de citoyens, ça voudrait aussi donner quelque chose de nouveau. Il a dit il faut faire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Et je crois que c'est l'ouverture du système institutionnel, et c'est l'ouverture en regard de une contribution de ces conseils de situation délibérative et consultative. Merci. Avant qu'on parle de l'Europe, c'est vrai que cette phrase « ma voix ne change rien, de toute façon, si je vais voter ou non, ça n'a pas beaucoup d'importance ». Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est une raison majeure pour ce qu'on voit maintenant, moi j'appellerais ça une fatigue démocratique, cette frustration aussi, y inclut la frustration que maintenant, le 24 avril, les Français ou beaucoup de Français doivent plutôt voter contre quelqu'un que pour quelqu'un, et que vraiment, ils n'ont plus envie, après diverses répétitions, de faire ça. Vous, Daniel Cohn-Bendit, qui vous voulez germaniser la France, est-ce que vous croyez que c'est une vraie nécessité ou qu'il faut d'urgence, dans un prochain quinquennat, agir pour améliorer cette situation pour que ça ne devienne pas encore plus explosif, plus grave? Alors, il faut faire attention. Ce sentiment d'exclusion des citoyens des décisions politiques existe dans tous les pays. Il n'y a pas qu'en France, ça existe en Allemagne aussi, parce que la complexité de la politique aujourd'hui dépasse souvent les citoyens. Alors c'est vrai que le pouvoir d'achat, tout le monde comprend. Voilà,
mais même quand vous dites, mais dans quel pays ils ont résolu ce problème, il n'y a pas d'exemple. Mais au moins on sait, oui, voilà, le pouvoir d'achat fait que l'inflation fait que j'ai moins d'argent, etc. Mais quand on vous parle aujourd'hui, alors que vous preniez la crise ukrainienne, la dégradation climatique, je veux dire, l'erreur des écologistes, mais ça, moi, je l'ai compris. Au début, je l'ai même ressenti déjà en Allemagne. Le résultat, moindre de ce qui était espéré, et que les écologistes ont toujours expliqué qu'aujourd'hui, le changement fondamental de paradigme politique, c'est la transition écologique, c'est le climat, qui détermine tout. Et on s'aperçoit pour une partie de la société, oui, pour une autre partie, non, ça ne suffit pas. Ça veut... Comment ? Oui, mais il faut convaincre. Une chose, c'est que... Mais on voit que là, il faut une capacité incroyable d'explication pour convaincre. Alors, en plus, quand on a la crise ukrainienne et que, par exemple, pour parler des Allemands, les Allemands découvrent qu'il était absolument juste de sortir du nucléaire, mais qu'on a fait une petite erreur. On n'a pas pensé au charbon. Moi, j'ai relu tous nos textes des années 70 contre le nucléaire. Il n'y a pas un mot sur le climat. Pas un mot. Ça n'existait pas. Donc le nucléaire, c'était technocratique, centralisation, dangereux, les déchets, tout ce qui reste vrai. Mais quand on a décidé en Allemagne de sortir du nucléaire, la question qu'on n'ose pas discuter chez les écologistes, est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord sortir du charbon et après sortir du nucléaire, si on prend le problème du climat. Donc, la même chose aujourd'hui, les citoyens sont dépassés par les dimensions des décisions. Et c'est vrai que les politiques, tu parles de convaincre, expliquent trop peu. Moi, il n'y a qu'un homme politique, pour l'instant, qui est capable d'expliquer les choses les plus difficiles. C'est Robert Habeck, qui est capable d'expliquer que lui, il voudrait faire l'embargo du gaz, mais qu'il est juste de ne pas le faire en ce moment, même s'il serait juste de le faire. On va juste expliquer, donc c'est le ministre vert de l'économie. Hein. Il explique, on sent qu'il cherche quelque chose, alors que les politiques vous assènent une vérité, il n'y a qu'à. Et les citoyens, ils disent, il n'y a qu'à pas. C'est à ce niveau que la politique devient très, très, très compliquée. Mais il y a quelque chose après dans le système français. Il y aura, 42, 43, 44, 45%, 46% qui voteront pour Marine Le Pen. Qu'après les élections législatives, le Rassemblement national n'ait que 10 ou 15 sièges, c'est un scandale. C'est un scandale démocratique. Et je vous dis ça pas parce que j'ai envie qu'ils aient 80 sièges. Je dis une démocratie ne peut pas fonctionner comme cela. Et donc, c'est la même chose pour la France insoumise. La France insoumise, 22%, ils auront, je sais pas, mais 15, 20, avec le scrutin majoritaire. C'est-à-dire que la politique traditionnelle s'est effondrée, les partis traditionnels se sont effondrés et le système politique pénalise maintenant les nouvelles forces par ce scrutin majoritaire à 2 tours. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est ressenti comme par tous ceux qui ont voté ou la France insoumise ou le Rassemblement national comme une injustice démocratique. Ce qui est vrai. C'est pour cela que je crois que c'est si grave ce qui se passe en France, c'est que justement les forces politiques, si elles ne sont pas obligées par leur pratique parlementaire de démontrer la validité de leurs propositions dans le débat parlementaire, ces partis peuvent prétendre n'importe quoi. Et donc, et je termine, et en France, il y a un autre problème qui déstabilise la politique, c'est ce qu'on appelle l'incapacité de négociation. Vous avez les syndicats, il y a 15 syndicats
qui négocie, c'est la CFDT, et vous avez un président Macron qui est incapable, quand il a des réformes sur les retraites, par exemple, de négocier avec la CFDT. C'est-à-dire que même là, alors que Laurent Berger a appelé à voter Macron dimanche soir tout de suite. Mais si vous voulez faire une réforme des retraites, il faut passer par la négociation. Et qu'en France, on ne comprend pas que la négociation se termine par un compromis. Compromis, c'est se compromettre dans le langage politique français. Et que si on rentre, et ça c'est valable pour Macron et tous les gouvernements, si on rentre dans une négociation avec des syndicats, on rentre avec une proposition, l'âge de retraite à 65 ans, mais à la fin de la négociation, on ne sort pas avec sa proposition. C'est-à-dire, on sort avec un résultat, je sais pas, etc. Mais ça, dans l'imaginaire politique français, ça n'existe pas. Et je crois que c'est ça qui déstabilise. C'est-à-dire que, quand je parle de germaniser, les syndicats allemands sont peut-être pas beaucoup plus intelligents que les syndicats français. C'est pas ça. Mais le système politique, la cogestion allemande oblige patronat et syndicalistes à négocier ensemble. Et en France, le patronat français, dès que ça va mal, qu'est-ce qu'il fait? L'État doit nous aider. Les syndicats, ça va mal, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État doit nous aider. Dans toutes les négociations salariales patronales, les deux négocient, ils disent on peut pas y arriver et ils disent à l'État décide-toi. C'est ça la France. Et je crois que c'est ce système-là qui est complètement à bout de souffle. On va revenir à l'Europe, on reste dans ce contexte électoral, parce que l'Europe a joué un rôle aussi pendant ces élections. Le narratif européen est toujours un pilier très important dans le programme d'Emmanuel Macron. Et il compte donc le continuer. On se retrouve dans un contexte international où l'Europe est plus important que jamais, et c'est plus clair que jamais que l'Europe n'est pas seulement une communauté économique, mais aussi politique, et qu'elle doit répondre à ce qui se passe en Ukraine et ce que fait Poutine, aussi avec une politique de sécurité et de défense en commun. Et puis, de l'autre côté, on a eu Marine Le Pen avec cette politique et proposition d'une priorité nationale, et aussi la proposition de mettre des lois françaises en partie au-dessus des lois internationaux. Alors, je sais que vous pensez, vous deux, depuis longtemps autour de ce sujet. Vous avez publié un article notamment qui parle de l'Europe dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et je vous donne la parole pour nous expliquer quels sont les résultats de vos réflexions. Merci. Alors, nous avons besoin d'une Europe qui nous protège, plus que jamais. Je ne suis pas sûr si cet message est transportable, si cet message est transporté par Macron dans les 2 semaines à venir, maintenant dans la campagne. Transporter cet argument que Marine Le Pen, qui s'apprête à devenir présidente de la Ve République, est un danger grave pour l'Europe. Et c'est la catastrophe, le chaos, etc., etc. Est-ce que la campagne va se concentrer, focuser sur les questions domestiques, c'est-à-dire la politique domestique de la France, pouvoir d'achat, etc., sécurité, les islamistes, etc., ou est-ce que l'Ukraine est déjà au cœur de nos pensées, au cœur de nos idées, au cœur d'une communauté normative qui s'appelle l'Europe. Une chose est sûre, Poutine et son armée de pillards, de violeurs et d'assassins a déjà perdu sa guerre, mais pour le reste, c'est ouvert. Et il y a 2 choses qui sont nécessaires pour l'Europe maintenant. Primo, l'autocritique, et secondo, changer le cap, Zeitenwende, le tournant d'époque, comme s'appelait Olaf Scholz, notre chancelier. Et concernant l'autocritique, même après les campagnes militaires contre la Géorgie en 2008 et l'Ukraine en 2014, les gouvernements européens ont renforcé la dépendance à l'énergie russe,
renforcer et ruiner les capacités de défense de leurs armées. C'est exactement ce qu'il faut constater. Par une politique d'apaisement, pas seulement en Allemagne, mais aussi en France, on voulait éviter une guerre qui avait commencé depuis longtemps. La triple phrase de Zelensky, économie, 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 a résonné douloureusement aux oreilles des Européens. It was not the economy, stupid. C'est son idéologie impériale qui l'a motivé. Tandis que Poutine faisait tout son possible pour diviser l'Union européenne avec l'aide des collaborateurs comme Marine Le Pen, Alexander Gauland, Nigel Farage, very important in this regard, and Matteo Salvini, et avec des chauviers trajaniens comme le gouvernement hongrois d'Orbán, tous les projets visant à renforcer l'Union européenne et à la réformer sur le plan géostratégique étaient remis aux calendes grecques. Le potentiel historique de l'axe franco-allemand, transformé en une véritable confédération que dernièrement continuait à le proposer, a été gaspillé, surtout par la Merkel, the reluctant chancellor. Changer le cap, qu'est-ce que ça veut dire? Le grand mot de tournant d'époque prononcé par Olaf Scholz au Bundestag n'a pas encore compris partout et encore moins mis en œuvre. L'Europe doit s'armer contre plus des attaques russes, et ça veut dire des armes, mais aussi, et encore plus important, renoncer largement aux matières premières fossiles, carbone, et en matière de politique énergétique. Je crois que c'est le plus important. C'est pas conjoncturel, c'est structurel. Avec cette ruse du Weltgeist, le tournant énergétique peut quand même se produire. Si le système international du XXe siècle, pour paraphraser le livre de l'infâme Carl Schmitt, était marqué par la lutte des puissances terrestres contre les puissances maritimes, victorieuses pour notre plus grand bonheur, le XXIe siècle sera plutôt marqué par l'opposition entre les États rentiers, oligarchiques, qui extraient des matières premières du sol et les jettent sur le marché mondial, et les démocraties qui misent sur les énergies renouvelables et les modes de production durables. Ça, c'est le Zeitenwende. Ça, c'est la transformation nécessaire, qui est possible maintenant. Renforcée par la guerre en Ukraine. L'objectif de la politique américaine et européenne doit être un changement de régime et la démocratisation de la Russie, qui semble actuellement totalement utopique, je sais. La majorité des Russes croient aux mensonges de leurs dirigeants et se rangent peut-être encore plus derrière leur fureur sous la pression des sanctions économiques et de la condamnation morale globale. Mais je suis le fils des parents allemands qui étaient tout aussi compromis en 1945 et qui ont quand même participé à la construction d'une société démocratique en Allemagne qui était complètement improbable, disons, en 1945. Je suis un fils de la rééducation. Terceau, que faire en 8 points, très court. Mettre en place une vraie confédération franco-allemande, ce qui implique la participation nucléaire de l'Allemagne. Établir un siège commun de l'Union européenne au Conseil de sécurité à l'ONU. Renforcer la protection du flanc est de l'OTAN, surtout dans les pays baltes. Identifier, poursuivre, éliminer les crimes contre l'humanité en Ukraine. Faire de l'Europe la garante d'un accord de paix pour l'Ukraine, Normandie plus, si vous voulez. Tenter de rapprocher la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Presser la Pologne et la Hongrie de respecter effectivement les valeurs et les institutions démocratiques de l'UE. Comme dit le proverbe, on ne peut pas manger le gâteau et le garder. Et associer short track les pays des Balkans, finir avec Dayton, en ex-Yougoslavie, et le nationalisme ethnique et prévenir l'offensive serbe dans le style de l'agression poutinienne contre l'Ukraine. Même logique, même terreur. Merci. Des propositions très ambitieuses.
On va peut-être point par point, pas pour tous les points, mais les plus importants, voir et expliquer qu'est-ce qui serait réalisable et quelles sont vos idées pour mettre ça en place. Daniel Cohn-Bendit, une confédération entre l'Allemagne et la France, comment est-ce qu'il faut l'imaginer et à quel point ce que Emmanuel Macron a proposé pendant son quinquennat pourrait correspondre ou aller dans cette direction déjà? Évidemment, quand on fait ce genre de proposition, les gens se disent « mais non, c'est pas possible, ceci et là ». Mais on est quand même dans une situation maintenant qui clarifie en tout cas les problèmes. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France ont compris qu'on ne peut pas exclure que l'agressivité de l'impérialisme russe s'arrête aux frontières de l'Ukraine. Personne, je dis pas que c'est pas, je sais pas si ça va se faire. Je dis simplement que 20 ans de politique, et ça c'est surtout l'Allemagne, moins la France, de politique, disons, Wandeln durch Handeln, c'est-à-dire n'a pas fonctionné. À la fin, Poutine n'a pas changé et toute l'idéologie, cette idéologie s'est effondrée. Donc, pourquoi la France et l'Allemagne? Parce que depuis le début, l'Union européenne, toutes les formes qui ont évolué de l'Europe, de l'Union européenne, dépendent fortement de la capacité de proposition de la France et l'Allemagne. C'est comme ça. Parce que c'est la France et l'Allemagne qui ont été les deux pays qui ont le plus, disons, subi par leur guerre mutuelle, subi ces atrocités qui devenaient insupportables pour les peuples européens. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire un bilan. Le bilan, c'est d'un côté la capacité politique de la France, définie, si on veut, par le siège dont la France, le rôle de la France dans l'espace, dans le paysage politique mondial, à l'ONU, la capacité avec le siège de la France et son droit de veto, c'est, disons politiquement, mettre à égalité, même si ce n'est que formel, avec la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Sauf que jamais, la France seule n'a posé son veto au Conseil de sécurité. Elle ne peut pas. Donc, sa capacité réelle, géopolitique, ne lui permet pas cela. Donc, l'idéal serait un siège européen au Conseil de sécurité. Comment on y arrive? Et c'est là qu'on reprend l'histoire de la construction européenne. On commence, la France met en commun avec l'Allemagne l'organisation du siège à l'ONU et me dit c'est impossible. Ça a été fait. Pendant 2 à 3 mois, la France et l'Allemagne se sont partagés les tâches au Conseil de sécurité quand il s'agit de l'intervention en Irak. Villepin et Fischer même se remplaçaient, parlaient l'un pour l'autre. Regardez un peu ce qui s'est passé. Donc, à un moment crucial, disons géopolitique, la France et l'Allemagne ont réussi. Et je crois qu'il faut faire un pas, c'est-à-dire ce pas de mettre en commun créerait évidemment un lien beaucoup plus fort, non seulement de politique étrangère, mais de responsabilité politique. Et à partir de là, quand Emmanuel Macron parle d'une défense européenne que les Allemands enfin ont compris, la défense européenne doit s'articuler autour de la capacité d'organiser matériellement cette défense, et cette capacité, la France et l'Allemagne peuvent la propulser, la mettre en avant. Donc, je crois que c'est là qu'on verra que de plus en plus, après on arrivera décision énergétique. Alors c'est là où les Allemands commencent à trembler et les Français peut-être aussi. L'Allemagne, l'Allemagne aujourd'hui a décidé de remplacer toutes les énergies fossiles par le renouvelable. Well done. Parfait.
Seulement, c'est un projet extrêmement ambitieux. Là, le ministre de l'économie allemande vient de découvrir que les Allemands produisent de moins en moins d'éoliennes, alors qu'ils en ont besoin de plus en plus. Donc, mais d'un autre côté, vous avez le ministre des Finances libéral qui a sorti au Bundestag une phrase absolument ahurissante quand on voit ses arguments pendant la campagne électorale, et dit « Le renouvelable, c'est la liberté ». Je veux dire, alors qu'il s'est battu toute la campagne électorale contre la folie du renouvelable, contre tout ce tout d'un coup, il a découvert, avec la dépendance du gaz de la Russie, que la liberté, l'autonomie, c'est vrai pour la France aussi, mais en période de transition, parce que le renouvelable peut apporter des problèmes tant que c'est pas développé à 100%, le solaire, les renouvelables en mer et tout ça, l'Allemagne va dépendre, à un moment peut dépendre, je sais pas, du nucléaire français. Ben oui, parce que, et déjà, on l'a vu l'été dernier, il y a eu l'été dernier un problème où il y a... Donc, la France et l'Allemagne, au lieu de faire une décision, qui a raison? On verra qui a raison. Est-ce que c'est Macron qui a raison en disant nucléaire et énergie renouvelable, ou c'est l'Allemagne? Les décisions ont été prises. De toute façon, la France, avec 70% de dépendance du nucléaire, sa sortie du nucléaire durera au moins 35 à 40 ans. Donc, calmons-nous tous. On verra ce qu'on verra. Donc, entre-temps, la France doit développer le renouvelable. L'Allemagne, donc, une industrie commune du renouvelable pour l'Europe et avec l'Europe, première chose. Et deuxièmement, organiser l'interopérabilité de tout ce qui est électrique entre la France et l'Allemagne et l'Europe. Vous avez après les capacités, alors la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle est dans ce système, c'est-à-dire de renouvelables, l'eau, etc. C'est-à-dire, il faut penser maintenant beaucoup plus globalement. Et à chaque fois que vous pensez plus globalement, la France et l'Allemagne sont les deux forces capables de faire avancer ce genre de réflexion. C'est pour cela que quand on parle d'une confédération, c'est d'aller de plus en plus vers, disons, parce que si vous avez un siège commun, et je termine par là au Conseil de sécurité, vous êtes obligé d'avoir des décisions parlementaires en commun, donc vous aurez des représentations parlementaires et des discussions en commun. Si vous avez un problème énergique, il faudra mettre en commun les différentes réflexions, complexités, etc. Et je crois que donc, parce qu'on aura de plus en plus besoin de l'Europe, d'une Europe capable énergétiquement, d'une Europe capable politiquement, et donc d'une Europe capable aussi de la défense. On va se retrouver dans le débat sur, il y aura un moment des négociations sur l'Ukraine. Je ne sais pas quand, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 semaines, dans 4 semaines, je ne sais pas. Le problème que met sur la table Zelensky, c'est les garanties pour l'Ukraine telle que ce sera définie dans des négociations de paix. J'anticipe pas si c'est avec le Donbass, sans le Donbass. Je dis, il y aura une Ukraine, quelle qu'elle soit. Qui va garantir? Comment garantir? Vous avez 2 possibilités. Vous dites les Américains, on repart à zéro. Les Américains, on dépend des Américains. Ça, c'est ce dont ont rêvé les Allemands pendant des années. Non, on est contre le nucléaire et tout ça. Non, on veut pas du nucléaire. Non, mais il y a les Américains. Ne vous en faites pas, il y a les Américains. Ou vous dites, parce qu'il y a une perspective européenne de l'Ukraine, c'est à l'Europe de garantir l'intégrité de l'Ukraine. Mais l'Europe de garantir avec quoi? C'est pas simplement, j'écris un texte, je dis, ça veut dire que puisque dans l'Europe, il y a la nécessité d'entraide dans les textes européens, dans les traités européens, ça veut dire que l'Europe, nous défendrons comme défini l'intégrité de l'Ukraine avec toutes nos capacités politiques et militaires. Quelles sont les capacités politiques et militaires? Et là, ce qu'a dit Klaus, on va réintégrer d'une certaine manière les Anglais, parce que là, ils vont participer, c'est aussi la force nucléaire française et anglaise. Sinon, on recommence comme ce qu'on a fait en 2008. On dit, mais non, les Ukrainiens étaient la 3e force nucléaire du monde.
troisième force, parce que les Russes avaient mis toutes leurs armes nucléaires en Ukraine. À l'indépendance de l'Ukraine, les Ukrainiens ont négocié. On vous rend toutes vos armes nucléaires. Mais les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie garantissent l'intégrité du territoire ukrainien. Ça n'a pas marché. Et bien maintenant, il faut aller plus loin. Alors moi, c'est pas le débat sur est-ce que l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN, est-ce que l'OTAN a fait peur à Poutine parce que Poutine n'aime pas l'OTAN et que l'OTAN allait chatouiller Poutine au Kremlin, que l'OTAN était méchant et que ceci... Tout ça, des débats absolument abstraits. Non, aujourd'hui, il faut être clair. Vu ce qu'est Poutine, où vous garantissez, c'est signé et vous prenez la responsabilité de la défense. Si vous prenez la responsabilité de la défense de l'Ukraine, comme on dit qu'on prend la responsabilité de la défense des pays baltes, comme on dit qu'on prend la responsabilité, parce que vous allez me dire, mais non, tout ça c'est du baratin. Kaliningrad, c'est au milieu des pays baltes. Il y a des armes atomiques à Kaliningrad. Bon, si la Russie dit non, moi, nous c'est trop compliqué, on va faire un plus grand territoire. On va rentrer pour élargir le couloir Kaliningrad. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut dire, on va pas mourir pour les pays baltes. Faut pas exagérer quand même. Hein. Bon, allez, Poutine, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Et on continue. Et après, il va dire non, mais, etc., etc. Je crois que cette prise de conscience de la crise ukrainienne nous amène à de plus grandes responsabilités. Et ces plus grandes responsabilités, l'Europe est la seule dimension capable de les assumer. Pour que l'Europe arrive à les assumer, il faut un effort stratégique et un effort politique commun de la France et de l'Allemagne. Je voulais juste souligner que vous vivez un moment historique quand même, que Dany le Rouge, Daniel Cohn-Bendit le Vert défend avec une grande passion la dissuasion nucléaire. Depuis la guerre de Bosnie, où tous les pacifistes allemands m'ont cassé les pieds en disant « mais non, mais non et non », il est évident aujourd'hui que, je vous dis la phrase la plus dure, la liberté et la démocratie allemande, et française d'ailleurs, et d'autres, ont été défendues par les forces nucléaires françaises et américaines et anglaises. C'est ça qui nous a protégés. Et je vais vous dire une autre chose qui est beaucoup plus désagréable. Les Allemands, ils ont la spécificité historique de nous expliquer plus jamais ça. Plus jamais ça, ça veut dire plus jamais de soldats allemands dans des territoires étrangers. Welcome, moi je trouve ça beaucoup plus sympathique que les Allemands ne veulent plus aller avec leurs soldats à l'étranger que des Allemands qui veulent aller avec leurs soldats à l'étranger. Ça, je trouve ça bien. Mais d'un autre côté, il faut voir c'est-à-dire qu'on a regardé pendant des semaines et des semaines avec l'ONU le massacre des Bosniaques et il a fallu Srebrenica pour que le ministre des Affaires étrangères, Vert Fischer, enfin accepte ce qu'il ressentait depuis longtemps de dire on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que veut dire plus jamais ça pour les Français? Et ça, les Allemands doivent se le mettre dans la tête. Plus jamais ça, ça veut dire plus jamais de soldats étrangers sur le territoire français. C'est ça l'idée de l'arme atomique française. La ligne Maginot, c'était du baratin. Ça n'a pas marché. La seule possibilité d'empêcher que ça soit qui que ce soit, d'empêcher d'envahir la France, c'est la protection nucléaire. Et il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai. Si on est français, si on a subi le drame de la collaboration, le drame de ce que ça veut dire pour un pays d'être occupé, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus jamais être occupé. Donc plus jamais ça pour la France, c'est la souveraineté et l'intégrité du territoire plus jamais occupé. Ça, les Allemands doivent à un moment aussi le comprendre. Alors, quand on regarde ces points, comment faire pour bien faire? Puisque même sous le président Emmanuel Macron, il s'est toujours prononcé contre le partage du siège à l'ONU, au Conseil de sécurité. Et jusqu'à maintenant, la France n'a pas non plus
fait une offre de partager la dissuasion nucléaire. Le secrétaire d'État pour l'Europe a dit en février 2021, après le discours d'Emmanuel Macron devant l'école militaire, on pourrait commencer à discuter de la dissuasion nucléaire avec l'Allemagne. Après se posent des questions très pratiques. Qui est-ce qui, s'il faut l'actionner, qui, à quelle vitesse, décide, dans quel cercle, enfin bon. Vous avez fait ces propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, une fois les propositions sont faites, pour surmonter tous ces obstacles? Bon, je crois que le temps a changé. D'abord, primo, c'est l'Ukraine maintenant qui a changé tous. La situation géostratégique, et il faut réfléchir. Et encore, je voudrais conseiller au président de la République de réfléchir sur... Oui, après. De réfléchir sur ces propositions. Il semble utopique, etc. Et au long terme, les réalistes, c'était nous, et pas les autres qui ont dit « nous sommes les réalistes ». Il y a des réalistes en Allemagne qui, jusqu'au 23e février, ont dit « Poutine, il faut négocier, il faut commerce ». C'était les réalistes, ok? Et en comparaison avec ça, nous sommes plus réalistes maintenant parce que Dany a dit, la liberté, la démocratie est protégée exactement par la situation, par la constellation stratégique que nous avons. Et il faudrait coopérer. Je crois même que coopérer au niveau des militaires, des armées, würde uns Geld sparen. On économiserait de l'argent. C'est pas cher, c'est exactement le contraire, économiser, parce qu'on a 27 armées européennes qui font leur truc avec un gaspillage énorme, primo en Allemagne, ja, nicht verteidigungsbereit, mais fähig, bereit auch nicht. Okay. Je voudrais ajouter un mot sur cette confédération. Cette confédération, c'est pas les acquis communautaires de l'EU. C'est plus facile parce qu'il y a une convergence sociétale au niveau des gens. C'est-à-dire, c'est déjà dans la vie quotidienne. La première fois que j'étais en France, c'était en 56 à Lille. C'était un autre monde pour moi. Autre monde. Maintenant, c'est vraiment une convergence sociétale énorme et c'est la base d'une confédération. Et après, il y a beaucoup des relations institutionnelles au niveau du Parlement, etc., des ministères qui sont déjà essayées. Et c'est moins institutionnel que nous pensons et c'est beaucoup plus normatif et stratégique. Et ça inclut aussi parce que toute l'Europe a peur que les Allemands et les Français, et avec Bruxelles, c'est une clique contre les pays, les autres pays. Je crois que la confédération doit être triangulée en regard de Pologne, en regard des pays baltes, en regard du Balkan, les pays du Balkan. C'est-à-dire, c'est pas un Sonderweg franco-allemand, c'est ouvert pour tous les autres, pour renforcer l'Union européenne. Mais ça serait un acte fondateur avec un traité, ou comment est-ce que vous voyez cette confédération? Et justement, le reproche, on l'a déjà eu à d'autres niveaux, sans avoir une confédération, que les pays du Sud sont exclus et sont toujours dominés par la France et l'Allemagne qui décident d'abord et après les autres doivent suivre. Enfin, là aussi, il se pose plein de questions. Oui, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Ça s'est posé aussi quand il y a eu cette idée de l'euro. Rappelez-vous que l'idée de l'euro était prévue pour 6 pays, je crois. 6, ça avait l'Italie, la France, l'Allemagne, le Benelux et
je ne sais pas s'il y avait l'Espagne, j'ai dit la France, oui, 5 ou 6 pays. Et rappelez-vous quand l'Italie a dit nous aussi, et la Grèce, Kohl qui a dit non, on ne crée pas le club méditerranéen. Hein. C'est quelque chose de sérieux ce qu'on veut faire. Donc, et l'euro, c'est les négociations franco-allemandes. C'est Mitterrand, Kohl, Genscher et tout ça. C'était pas, on n'a pas ajouté qui que ce soit. Puis tout d'un coup, quand on a vu que ça allait dans cette direction, les autres ont dit et nous. L'histoire va dans cette direction. Et même Marine Le Pen aujourd'hui dit non, on va pas sortir de l'euro. Tout ça, c'est fini maintenant. Donc, à partir du moment où la France et l'Allemagne, c'est des négociations difficiles. Moi, on n'a pas tout décrit. Définissent. Emmanuel Macron parle d'un centre stratégique européen, par exemple, et d'une armée européenne avec la possibilité, disons, d'un centre stratégique, un centre de formation militaire européen, etc. On peut commencer. Il existe d'ailleurs le corps franco-allemand d'intervention. Ce corps franco-allemand d'intervention, par exemple, a quelque chose de formidable, c'est qu'il existe et il a une forte capacité, mais il n'est jamais engagé. Jamais. Pourquoi ? Parce que, là, la question est tout à fait légitime, on ne sait pas comment décider en commun de l'engagement du corps franco-allemand. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et vous vous rappelez qu'au début, le Mali, dans toutes les... Alors, on peut dire que c'était pas juste d'intervenir au Mali, on peut dire que c'était pas juste d'intervenir en Libye. Tout ça, c'était ce vrai débat. Mais on ne peut pas continuer comme ça, que c'est les Français qui envoient les soldats et ce sont les Allemands qui envoient les infirmières et les infirmiers. Je veux dire, ça ne peut pas, dans le monde actuel, continuer à fonctionner comme cela. Donc, à partir de là, il y aura une forme donc de coopération parlementaire avec disons, et alors, si on a le temps, et alors ça, il faudra définir, ça sera une décision que les deux parlements devront prendre, etc. Mais c'est vrai qu'en France, c'est le président de la République qui définit, donc on aura à un moment un système pour réagir, mais ça, on en aura besoin en cas de danger. Est-ce que, au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France et de l'Allemagne, les responsables politiques devront peut-être réagir à un moment. Sinon, on ne peut pas... Le principe allemand de l'armée parlementaire est juste, mais il y a des fois une crise où il faut réagir, ou peut-être... voilà, donc il faudra trouver, et je n'ai pas la solution, mais c'est pour ça qu'on parle de confédération. Est-ce qu'on accepte aujourd'hui qu'il y a un problème de sécurité que l'Ukraine nous a montré, et ce problème de sécurité, il faut y répondre. Je voudrais dire juste une chose après sur deuxième que j'ai oublié sur l'histoire franco-allemande. Le problème de l'adhésion de l'Ukraine, le problème de l'adhésion de la Macédoine, il y a le Kosovo, je crois encore, pose le problème du fonctionnement de l'Europe. On ne peut pas continuer comme ça. Donc la France et l'Allemagne, mais pas seulement, doivent, avec les autres, remettre en question tout le fonctionnement, donc les traités de fonctionnement. Si l'on croit que l'on peut continuer face, disons, dans la situation géopolitique et politique d'aujourd'hui, avec que des décisions à l'unanimité, démocratiquement, ce n'est pas tenable. Alors, on a loupé le coup avec le traité constitutionnel, enfin la France surtout et la Hollande. Je crois qu'aujourd'hui, il faut reprendre ce travail sur les traités européens et comment se prennent les décisions européennes. Il faut sortir de l'unanimité avec toutes les conséquences, les difficultés, et organiser ce débat de telle manière qu'après... moi, c'était mon rêve avec le traité constitutionnel. Je disais, le traité constitutionnel, un pays qui le refuse, pas de problème. Il le refuse, il n'est plus dans l'Union européenne. C'est un traité fondateur, refondateur de l'Europe. Le problème, tout ça aurait pu fonctionner si la France avait dit oui. L'Europe sans la France ne peut pas exister, comme sans l'Allemagne ne peut pas exister. C'est là qu'on a été tous échecs et mat.
Voilà, c'est ça le problème. Et donc, il faut repartir avec une proposition franco-allemande qui nous permette justement d'approfondir l'Europe. L'erreur de l'élargissement européen a été l'erreur qu'on a toujours dit élargir et approfondir. On a toujours élargi, on n'a jamais approfondi. C'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà un peu les conditions de la politique. Alors, est-ce que Macron va faire? Mais Macron, il va être obligé de faire. S'il sera... Oui, enfin, voilà, si c'est Le Pen, on abandonne, on fera autre chose, je ne sais pas quoi, on ira à la Coupe du Monde au Qatar. Bon, avant d'ouvrir la discussion, puisque vous pouvez donc poser vos questions ici dans la salle, mais aussi si vous regardez devant vos écrans et nous envoyez vos questions. Donc, vous dites, puisque je sais que vous avez de temps en temps, vous voyez des gens qui voient des personnes à l'Élysée, vous dites qu'il y a une disponibilité, qu'il y a la volonté d'aller vers cette direction. Est-ce que en Allemagne, où le chancelier a déclaré la Zeitenwende, le changement d'époque, le tournant de l'époque, et qui a fait suivre très peu de propositions après, Olaf Scholz, est-ce que vous avez l'impression que les Allemands sont prêts pour cela? Les Allemands, oui, je ne sais pas le chancelier, parce qu'il est comme un sphinx, il ne dit rien dans ce moment, et il est très reluctant. Chancellor, again. Mais je crois que la coalition est forte dans ce point. Elle veut évoluer, elle veut développer sa stratégie européenne, oui. Et je crois que Scholz va exécuter cette... Bizarrement, là, les Verts, avec leur ministre de l'Extérieur, semblent plus prêts à aller dans ce sens que... C'est un miracle, mais c'est vrai. Il y a des fois des miracles verts. C'est ce qu'il fallait que vous disiez. Non, mais c'est compliqué aussi pour les Verts. Hein. Annalena Baerbock, elle avance un petit pas, elle revient en arrière, elle avance. Aujourd'hui, elle a proposé des armes offensives maintenant à l'Ukraine. Il y a encore 3 semaines... Non, je veux dire, toutes les forces politiques allemandes évoluent à une vitesse incroyable. Rappelez-vous quand en mai dernier, Habeck avait dit qu'il faut des armes défensives pour l'Ukraine, mais il s'est fait taper dessus par tout le monde. Son parti, les sociodémocrates, la CDU, tout le monde était... Et puis aujourd'hui, mais regardez les débats. Ah non, il n'y a pas assez d'armes pour l'Ukraine. Non, il faut en trouver d'autres. Il faut leur permettre d'acheter. C'est à qui propose plus d'armes à l'Ukraine. Donc, il y a une évolution. Je ne dis pas si tout ça, c'est juste. C'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine à débloquer des tas de choses. Ça peut être aussi dans la mauvaise direction, moi je veux bien en discuter, mais on est quand même... Vous savez, c'est quand même incroyable. Klaus l'a dit, le 23 février, eh bien, toute la classe politique allemande était officielle. Même Habeck se taisait, était contre la livraison d'armes à l'Ukraine, le 23 février. Et le 24, tout d'un coup, ça a explosé dans leur tête. Peut-être dans notre tête à tous. C'est ça le problème. Tout d'un coup, ça a explosé. Et pour la France, quand on discute avec Clément Beaune, Clément, il dit, mais c'est évident qu'il faut arriver à autre chose entre la France et l'Allemagne. Évidemment que lui, maintenant, il faut avancer pour pas provoquer les Allemands, parce que pour les Français, c'est compliqué, parce qu'il y a le chauvinisme français, c'est notre armée qui est multifonctionnelle, on est les seuls en Europe, après que les Anglais soient partis, à être multifonctionnels. Donc tout ça, c'est du travail très compliqué aussi sur les sociétés, mais moi, je veux bien qu'on se trompe peut-être, mais qu'on m'explique comment on va faire dans le futur. Moi, je veux bien, hein. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, ou alors on dit... On revient comme en 50, les Américains, c'est eux qui décident, c'est eux qui font, etc., etc. Pour explication, Clément Beaune, c'est le secrétaire d'État pour l'Europe au Quai d'Orsay et l'ancien conseiller européen de Emmanuel Macron, qui a toujours une grande proximité, je dirais, à l'Élysée. J'ai la première question.
D'où vient l'attitude négative de Marine Le Pen envers l'Allemagne, demande Thorsten Koos. Croit-elle à ses propres thèses ou ne sont-elles qu'un moyen parce qu'elle pense qu'elles plairont à son électorat? Et c'est l'axe Marine Le Pen, Chevènement, Mélenchon. Lisez le livre de Chevènement sur l'Allemagne, lisez le livre de Mélenchon sur l'Allemagne, et Marine Le Pen, et elle a fait un appel que les chevènementistes les rejoignent, c'est-à-dire elle joue sur le souverainisme français, et le souverainisme français prend ses racines. On ne peut pas faire confiance à l'Allemagne. Les Boches restent des Boches. C'est ça qui reste, c'est le substrat à la fin de la pensée de Marine Le Pen, et quelque chose, évidemment, qui ne s'exprime plus en France, mais elle espère, et Chevènement l'a dit, ils espèrent qu'en réanimant ce sentiment de méfiance face à l'Allemagne, ils peuvent regrouper des forces politiques, et c'est l'étau, si vous voulez, entre la droite et la gauche, de l'extrême droite et l'extrême gauche. Chevènement, extrême gauche, je ne sais pas exactement. Voilà, c'est son idée, ça vient de là. Est-ce que ça fonctionne ou pas, on verra. On peut mesurer la régression possible avec une présidente. Même la réconciliation est en question. J'ai une deuxième question de Sandra Schmidt. Si Marine Le Pen gagne au deuxième tour, qu'est-ce que deviennent les relations franco-allemandes? Il y a des choses inimaginables. Alors vraiment, écoutez, moi, je vous répondrai, envoyez-moi un mail, je vous répondrai après le 24 avril. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, c'est tout. Si déjà on est, si déjà on est dans une attitude, on a une attitude défaitiste, on a perdu d'avance. Donc, on se posera cette question le 24 avril. Et on aura le temps parce que ça va durer. Je suis sûre qu'il y a aussi des questions dans la salle. Alors, je vois une première là. 1, 2, 3, j'essaie de vous retenir. Enfin, de me souvenir. Voilà. Oui, donc bonjour et merci pour toutes ces informations. Je me demandais, en France, dans le paysage politique, on parle beaucoup de l'Allemagne, du modèle allemand, etc. Quelle est l'image de la France en Allemagne, qui est un pays quand même économiquement plus petit, etc. Est-ce que cette idée de confédération franco-allemande est tout aussi présente? Klaus Leggevi. C'est très proche, c'est très amical, vraiment, pour la majorité des gens. Il y avait une époque où la France était l'homme malade de l'Europe, mais c'est pas vrai. On est très sympathique avec le président actuel. On a de la sympathie. Pour qui? Pour le président. Oui. Pas très sympathique. Mais il y a aussi des gens comme aussi très à la sympathique. AfD qui se ressemblaient à Koblenz. C'était la ville la plus contre-révolutionnaire de la Révolution française imaginable, Koblenz, où l'AfD, les représentants de l'AfD ont conférencé avec Marine Le Pen, Matteo Salvini et beaucoup de gens de la FPE autrichien. Ça existe aussi, c'est-à-dire il y a aussi cette internationale et nationaliste et souverainiste, mais au niveau global et représentatif, très proche. Et je crois que c'est le plus important miracle de l'après-guerre, cette réconciliation entre les deux Erbfeinde. Il y avait une question voilà, le monsieur dans la... Attendez-vous, on va vous donner le micro. Je voulais revenir, ça a déjà été abordé par la question précédente. Cohn-Bendit a dit qu'il y avait une méfiance des Français à l'égard de l'Allemagne. C'est vrai.
les Français ou la France n'est pas prête à partager, je crois, sa force de frappe avec l'Allemagne ou de lui céder sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais n'y a-t-il pas quand même, malgré ce que vient dire Klaus Leggevi, aussi une certaine méfiance des Allemands vis-à-vis des Français, qui ne sont peut-être pas suffisamment réformateurs, par exemple. Économiquement, ils ne sont pas tout à fait à la hauteur, ils ne sont pas non plus tout à fait fiables, etc., etc. On va acheter, par exemple, des avions américains et pas des Rafales. Bon, alors, vous voyez, je pense qu'il y a peut-être aussi, je discute parfois avec des fonctionnaires européens, et très souvent, ils me font part de leur impression que les négociations à Bruxelles, par exemple, avec les Allemands, ne sont pas faciles. Daniel Cohn-Bendit, est-ce que les Allemands sont méfiants envers les Français? Oui, ils ont toujours été. Et les Français ont toujours été méfiants face aux Allemands. Non, mais absolument. Seulement, ils le sont beaucoup moins qu'ils n'étaient il y a 50 ans. C'est le problème de l'histoire. L'histoire ne s'arrête pas. À un moment, il y a donc la guerre entre la France et l'Allemagne, et donc avec tout ce qu'il y a de résidus, de blessures, etc., oui, la France n'oubliera jamais Oradour. N'oubliera jamais. Bon, le problème, c'est de savoir comment, ensemble, on surmonte et donc on déconstruit, merci Madame Rousseau, on déconstruit cette méfiance mutuelle qui existe, qui a été forte, qui est moins forte aujourd'hui. Notre projet, on sait qu'on est minoritaire. Aujourd'hui, ni Macron ni Scholz diront oui, on va faire une confédération. Quand ils ont lancé l'idée, Schuman et tout ça, de l'Europe, ça a commencé par quoi? Le refus de la France de la défense commune. Vous avez voté contre à l'époque. Amen, avec Mendès France, etc. C'était la gauche qui avait, par méfiance de l'Allemagne, etc. Il est évident donc qu'on est dans une période historique à long terme. Mais Klaus et moi, on est persuadés que, quand il a dit on est des réalistes, qu'aujourd'hui, face aux défis auxquels nous sommes, on a une chance, je dirais jamais, il n'y a pas de déterminisme historique. Il n'y a pas de déterminisme. On a une chance d'y arriver si on défend cette idée. Une idée devient révolutionnaire que si on la défend. Et c'est pas parce que les autres ne la défendent pas ou ne la partagent pas d'abord qu'elle est fausse. Il faudra voir après si elle s'impose ou si elle ne s'impose pas. Et donc, vous avez raison sur les négociations. Oui, les Allemands disent les Français sont des rigolos. Ils ont 2300 milliards de dettes. Leur économie, c'est quand même du bidon. Ça marche pas. Oui, on entend tout ça. Et en même temps, Macron répond, oui, mais regardez, les investissements des entreprises étrangères sont beaucoup plus importants en ce moment en France qu'en Allemagne. Bon. Donc, les deux sont obligés, tout d'un coup, la place, comme Londres a baissé la place financière, tout d'un coup, la place Paris est devenue plus attrayante que Francfort. Donc, on voit que les Allemands, tout d'un coup, sont en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe en France? C'est pour ça que la victoire la possible ou souhaitable, pour moi, victoire de Macron, définira aussi l'avenir, disons, de cette construction nécessaire. Mais vous avez tout à fait raison, la partie n'est pas gagnée. J'aime bien cet optimisme. Ben écoutez, moi je vais vous dire, je vais faire une blague que je fais depuis maintenant 70 ans. Hein? Écoutez, moi je suis né en 1945. Mes parents m'ont conçu après le débarquement en Normandie, parce qu'ils se sont dit, on a une chance de survivre. Je suis un enfant du débarquement et de la libération. J'ai été conçu en 1944, et je suis né 9 mois après, en avril 1945. Donc, je suis confiant et optimiste, parce que je suis né comme ça, je suis comme l'autre était tombé dans une potion magique. Il y avait deux questions. Il y avait quelqu'un qui s'est
qui était d'abord, je ne sais plus, et je ne vous ai pas oublié. Alors, voilà. Vous avez le micro. Merci. La confédération, c'est un joli mot, d'autant plus que ça rappelle la Suisse et c'est le rêve des Allemands d'être une grande Suisse. Donc, si c'est ça, c'est parfait. Mais est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous comprenez sous confédération entre l'Allemagne et la France? Parce qu'un siège à l'ONU, un siège partagé et une armée commune, ça ne suffit pas. Oui, mais c'est très important. Je crois que l'aspect extérieur est beaucoup plus important que les aspects intérieurs ou domestiques. Je crois que, comme j'ai dit, c'est pas l'acquis communautaire comme l'intégration dans l'UE. C'est beaucoup plus facile parce que si vous prenez le traité d'Aix-la-Chapelle, vous avez beaucoup des éléments d'une confédération déjà dans le traité. Et pour les restes, ce sont les négociations importantes, mais toutes ces négociations sont au sens d'une nouvelle situation internationale. Je crois que la pression extérieure pour une coopération beaucoup plus nette est là. Et je crois que pour le reste, il ne faut pas laisser aux avocats. Ce n'est pas l'acquis communautaire. Laissez ça au niveau d'un narratif des sociétés. Comme je dis, les Français sont sympas pour la majorité des Allemands. J'ai parlé au niveau des hommes et femmes dans la rue. Et la classe politique est beaucoup plus prudente maintenant, voyant leur propre blocage de réformes et de modernisation du système économique allemand pour faire une blague au système français. Je crois que wir sind demütig. Écoutez, il y a 3 dimensions. Je crois que le siège symbolique, le partage du siège, c'est la mise en commun de la politique étrangère. Donc il faut trouver des structures. Il faut trouver des structures qu'à l'ONU, ils puissent se représenter. Donc ils ont une représentation commune. La représentation commune veut dire une définition de la politique géopolitique de la France et de l'Allemagne mise en commun. Donc des structures de négociation, de discussion, etc. Donc c'est déjà pas mal. Deuxièmement, il y a le problème maintenant de la co-responsabilité énergétique. Comment arriver à sortir des énergies fossiles et comment se structurer ensemble? Et là, Klaus a raison, c'est à géométrie. On s'ouvre à tous ceux qui ont compris maintenant. Bon, l'Union européenne vient de décider, par exemple, disons, d'un achat de gaz en commun, etc. Donc, on voit qu'on va dans cette direction. La France et l'Allemagne peuvent, en modernisant l'interopérabilité de leur capacité énergétique, sortir du fossile, de propulser cela au niveau européen. C'est la deuxième chose. Et je crois en partant de ces 2 choses, après, on verra comment la société française et la société allemande ils réagiront. Par exemple, on peut même imaginer, vous voyez, je vais très loin, comme on est bloqué au niveau européen sur tout ce qui est taxation commune, puisque il faut le décider à l'unanimité, la France et l'Allemagne, ça ferait quand même 140 millions. 140 millions, on est déjà presque au niveau de la Russie. Et donc, d'une taxation, d'une évolution, d'une convergence, etc. Mais évidemment, ça paraît idiot. Je vous remets à Schuman et tout ça. Quand ils ont commencé, tout le monde a dit « mais vous êtes complètement dingue, ça ne marchera jamais ». À l'intérieur même des institutions européennes, est-ce que c'est permis ces accords bilatéraux? Personne ne peut empêcher la France et l'Allemagne. Ils n'ont pas le droit d'aller en dessous des accords européens. Mais ensemble, ils peuvent décider d'aller au-dessus des accords européens.
On va C'est peut-être. prévu, c'est prévu. Il y a encore beaucoup de questions. On va Pardon. peut-être rassembler 2-3 questions. Tout d'abord, vous, ça fait très longtemps que vous attendez pour poser votre question. Et ensuite, il y avait 2 questions là-bas. Oui, Davoud Khan, Fédéral Europe. Je vous remercie pour vos propositions intéressantes et dynamiques pour refaire partir l'Europe. Néanmoins, je pense que le modèle confédéral que vous proposez, c'est un modèle institutionnel qui, à mon avis, n'est pas efficace parce que là, on arrive sur des sujets durs, l'armée, l'industrie, l'énergie, la diplomatie. Et sur ces sujets-là, si vous n'avez pas un gouvernement commun qui est capable de décider, vous n'êtes pas efficace. Parce que, pour plusieurs raisons, d'une part, les administrations, c'est très difficile de les mettre d'accord, et d'autre part, vous avez des tensions politiques entre les différents pays, et vous avez un risque de fracture. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut reprendre la proposition du gouvernement allemand, qui l'a mis dans son contrat de coalition, de faire une fédération à quelques pays au sein de l'Union européenne. Ça demande une volonté politique. La volonté politique, on l'a en Allemagne avec la coalition. Maintenant, il faut l'avoir en France et on peut décider de le faire ensemble. D'accord, merci. Je vais prendre encore 2 questions qui étaient là-bas, avec la demande de les formuler d'une façon plutôt courte. Je ne sais plus exactement qui est-ce qui avait levé la main. Voilà, vous. Je veux revenir sur la situation militaire actuelle, parce que vous pensez dans des dimensions historiques, de presque générations peut-être. Qu'est-ce qui se passe si le 9 mai, l'attaque russe va réussir? Et qu'est-ce qu'on fait ensuite, les Français et les Allemands? Parce que les Allemands ont décidé qu'éventuellement, Rheinmetall peut livrer des chars modernisés, des chars Léopard modernisés, mais ça en 6 semaines. Donc, sans formation, en ce cas. Si, avec les formations rapides. Alors, moi, je n'ai pas conduit un char, mais... mais les militaires ukrainiens, oui. D'accord, j'espère, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si l'histoire capote? Est-ce qu'il y avait encore une question là-bas ou est-ce que j'avais mal vu? Voilà, une question. On va prendre cette question-là. Oui, juste une petite question. Les Russes sont extrêmement forts pour ce qui concerne la manipulation. Vous savez, ils ont fait beaucoup de choses aux États-Unis au moment des élections, etc. Est-ce que vous croyez qu'il y a des choses de ce genre qui se produisent aujourd'hui en France et en Europe avec les résultats les derniers résultats des élections? C'est quand même phénoménal. Les pro-Poutine et l'antagonisme envers l'Allemagne. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière aussi, peut-être? Et puis, merci pour votre conférence. Merci. Donc, on va peut-être commencer avec la question sur le modèle de confédération que vous ne considérez pas comme étant très efficace. Je ne sais pas qui... Il faut une base sociétale, d'abord. C'est-à-dire, des structures gouvernementales sont déjà inscrites dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Il y a des structures gouvernementales communes qu'il faudrait développer. Il y a des consultations permanentes, etc., etc. Il y a des consultations à Paris, à Berlin, etc. Ça, il faut évoluer. Et pour moi, plus important, c'est une base démocratique, c'est-à-dire, j'ai parlé des conseils des citoyens, sectorales sur le climat, mais aussi en général sur la future de l'Europe, etc. Ça existe. Ça existe non pas seulement en France ou en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Et je crois que c'est une base forte pour une coopération institutionnelle au niveau des sociétés. La deuxième question, c'était celle militaire, de la rapidité nécessaire s'il y avait une attaque le 9 mai, vous disiez? Je ne sais pas pourquoi le 9 mai, mais... Poutine veut la fête de la victoire. Et écoutez. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste militaire, je suis comme vous, je lis ce qui est dit. Poutine va essayer sa victoire militaire, c'est Mariupol et c'est le Donbass. C'est ça, c'est la seule chose qu'il puisse faire.
il a démontré qu'il ne peut pas prendre Kiev, il ne pourra pas prendre Odessa. Non, je crois que... enfin, si je comprends, maintenant, peut-être qu'il prendra Odessa et que je me suis trompé, et je reviendrai vous dire, je me suis trompé. Hein, mais d'après moi. Et donc, il est évident que aujourd'hui, les Ukrainiens savent qu'ils vont perdre quelque chose, peut-être dans les négociations. Zelensky a mis quand même sur place des propositions, etc. Ce que proposent aujourd'hui les Allemands, le gouvernement allemand n'a pas encore dit oui. Il a dit on va voir. C'est comme toujours, ils vont dire on va voir. Hein. Mais Rheinmetall dit on peut en quelques semaines livrer et avec la formation des militaires ukrainiens. Pourquoi? Pour garantir après l'espace ukrainien tel qu'il sera défini. C'est-à-dire que le 9 mai, ça peut pas être la victoire sur l'Ukraine. Ça peut être une victoire, ça peut être une victoire sectorielle. Aujourd'hui, on dit que Mariupol est tombé, j'en sais rien. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Poutine essaye de réaliser son couloir du Donbass vers la Crimée. Voilà, et il déclarerait ça le 9 mai comme la grande victoire héroïque du peuple post-soviétique contre les nouveaux nazis d'Ukraine et du reste du monde. Mais il ne peut pas aller plus loin. Mais restera le problème de la défense du reste de l'Ukraine, qui reste quand même un problème fondamental. Sur les histoires sur l'Allemagne, je voulais sûrement dire, c'est aussi dans ce qu'il y a dans le traité allemand, le traité sur une confédération, une fédération, etc. Alors il y a tous ces débats aujourd'hui, l'avenir de l'Europe, etc. Mais c'est aussi difficile. Moi, je pars de l'idée qu'à partir du moment où la France lance cette idée de confédération, ça accélère le processus européen. Sinon, c'est un processus qui, depuis des années, tourne en rond au niveau des Européens. Nous, quelques fédéralistes, on en parle toujours, et puis on nous oublie rapidement. Donc, quelle est la force qui oblige les autres à évoluer? On va voir la discussion qu'il va y avoir sur un deuxième plan de relance d'un emprunt commun européen. D'abord, est-ce que Scholz va enfin bouger? Parce que les résultats de la guerre, donc si Scholz bouge, quels seront les pays? Aujourd'hui, la Hollande a l'air de bouger. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir en même temps. Mais l'exemple nous montre que si l'initiative française ne va pas plus loin, comme c'était le cas pour l'euro, on tournera toujours en rond. Après, il y avait la question au sujet de la manipulation russe. Je crois que c'est important, je crois que c'est dangereux, je crois que c'est fait en France et en Allemagne, mais je crois aussi que nous sommes pour le moment assez protégés contre des attaques vraiment importantes ou disturbantes. Et je crois qu'il y a, en Allemagne, il y a des organisations, des watch organizations, who really look close what happens. Yeah. Voilà. Il y avait une question là-bas. Vous allez avoir le micro. Oui, bonsoir. Est-ce que votre idée de confédération reprend un peu celle qui avait été déjà faite du temps de Villepin et qui a rebondi à plusieurs reprises d'une union franco-allemande, premièrement? Deuxièmement, est-ce que cette union ou cette confédération suppose un changement de constitution en France? Et troisième point, est-ce qu'en Allemagne, la relation, ça remet quand même en question, ça oblige à redéfinir la relation aux États-Unis? Comment vous voyez ça? Je vais rajouter une question qui est arrivée par un de nos spectateurs qui nous regarde devant son ordinateur. L'accord France-Allemagne que vous prônez, doit-il se généraliser? Si oui, voyez-vous d'autres accords de ce type en Europe? Voilà. Concernant les États-Unis, ils seraient très contents si quelque chose comme ça qui peut renforcer l'Union européenne va se produire.
Oui, je crois que la coopération va être moins importante dans le futur. Prenons l'exemple que Donald Trump ou quelqu'un du Parti républicain serait le prochain président des États-Unis. C'est presque fini avec cette relation spéciale entre les Allemands et les Américains. Et je crois que maintenant, c'est déjà une certaine... c'est moins important maintenant pour les Américains et devient moins important pour les Allemands et c'est la raison pourquoi ils cherchent d'avoir des nouveaux partenaires. Après, il y avait 2 autres points que vous aviez demandés. Au début, il faut tout éviter qu'on se pose cette question. Il faut d'abord essayer de trouver d'une manière exemplaire des moments. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple du rapprochement, parce que Villepin a fait cette proposition, c'était dans toute la période sur l'Irak, où il y a eu le rapprochement franco-allemand de fait. Le siège français au Conseil de sécurité était en fait un siège franco-allemand pendant cette période. Donc c'est là qu'il a développé cette idée. Et je crois que c'est en partant d'exemples comme ça qu'on va y arriver. Klaus a raison, les Allemands aujourd'hui comprennent, et ils ont compris avec Trump, que se fier toujours que c'est les Américains qui vont nous sortir, qui vont nous protéger de tous les problèmes, ça n'existe plus. Les Américains étaient contre, et les Allemands commencent à le comprendre, étaient contre l'euro. Ils se moquaient des Européens, ils disaient « ils le feront jamais » parce qu'un renforcement européen est un affaiblissement de la domination américaine. Enfin, je veux dire, c'est évident. Et les Allemands, aujourd'hui, comprennent qu'ils doivent prendre, disons, leur vie en main. Que papa, c'est fini. C'est tout simple, cette histoire. Et on le voit aujourd'hui. Et bon, maintenant, je ne sais pas comment ça va se développer, cette idée. Hein, je ne sais pas. Mais il y a là le changement d'époque de Scholz. C'est ça que l'Allemagne... Ces 100 milliards qu'ils veulent pour la Bundeswehr et tout ça, c'est quoi? C'est l'Allemagne doit jouer son rôle dans une défense commune. Et là, le rôle, il se retrouve en tête-à-tête avec les Français. La dernière question à laquelle on peut répondre ce soir, c'était celle, voyez-vous d'autres accords suite à ce modèle qui pourrait suivre? Si je vous ai bien compris, oui, tous ceux qui veulent suivre ou s'y mettre aussi peuvent le faire en Europe, au niveau européen. Oui, je parlais d'une triangulation, c'est-à-dire l'élargissement d'une coopération franco-allemande sur d'autres pays coalition of the willing. Et je crois que l'effondrement du Visegrad, c'est exactement un exemple qu'une position très forte anti-européenne qui s'est développée dans ces 4 pays et maintenant, à cause de la guerre en Ukraine, est déjà effondrée. Et je crois qu'il y a la possibilité d'un approchement avec la Pologne, surtout avec un nouveau gouvernement. Nous sommes arrivés à la fin de notre discussion, qui était une discussion optimiste pendant des temps incertains, je dirais. Merci beaucoup à vous deux, Daniel Cohn-Bendit, Klaus Leggevi, d'avoir trouvé le chemin à Paris et au Heinrich-Heine-Haus. Merci à vous de nous avoir écoutés si attentivement. Merci pour vos questions, aussi pour les questions de tous ceux qui ont suivi la discussion devant les ordinateurs. Je vous souhaite une bonne soirée, rentrez bien et votez bien surtout dans 2 semaines. Merci beaucoup.